La différence Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sikika Foba. Le grand dialogue. Nous sommes le jeudi 22 mai 2014. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue. C'est grâce à votre fidélité au programme du Studio Tamani et votre confiance aux informations que nous donnons qu'aujourd'hui nous recevons en retour une autre marque de confiance, celle du chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, en invité unique aujourd'hui. Monsieur Cissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Finaliste de la dernière présidentielle organisée en juillet dernier pour permettre le rétablissement des institutions de la République après la crise. Je ne vous apprends rien en précisant que M. Cissé est désormais député à l'Assemblée nationale, élu à Niafanké, dans la région de Tombouctou, où nous sommes suivis grâce à la radio Issaber. Issaber que Moussokoura Konaté, qui est avec moi dans ce studio, connaît très bien, car étant la coordinatrice des radios partenaires du studio Tamani, sélectionnée aux 4 coins du Mali par l'URTEL. Moussokoura, bonsoir. Bonsoir Famoussa. Je co-anime donc ce débat avec elle. Nouhoum Diré est le technicien du jour. Écoutez la différence. De cette émission repose sur l'idée simple qui est de faire entendre à l'invité unique du jour, qui est aujourd'hui Soumaïla Cissé, les questions de monsieur et madame tout le monde, de Kaï à Kidal. Ces questions reflètent les préoccupations de la population. D'abord la mienne, pour Soumaïla Cissé. Pourquoi Soumaïla Cissé a-t-il accepté ce dialogue? Non, je vous remercie d'abord de m'avoir invité, ça a été très aimable de votre part. D'abord, c'est tout à fait un honneur pour moi d'être invité ici, de pouvoir être écouté à travers 24 stations et surtout d'avoir un dialogue direct avec les Maliens. Je crois que tout homme politique s'honorerait d'être invité ici et je vous remercie vraiment de votre confiance. Alors, comme d'habitude, merci beaucoup Soumaïla Cissé. Comme d'habitude, nous commençons notre voyage dans le Mali profond et c'est Moussokoura Konaté qui donne le ton. Merci Famoussa. Honorable Cissé, bonsoir. Oui, bonsoir madame. La première question de ce débat vient de Serge Daniel. Serge Daniel est un journaliste indépendant et résident à Bamako ici. Il a beaucoup écrit sur la rébellion au Nord Mali. Sa question est en rapport avec la visite du Premier ministre Moussa Mara à Kidal. Écoutons la question de Serge Daniel. Soumaïla Cissé, bonjour. L'actualité c'est Kidal, évidemment. Pour vous poser une question simple, est-ce qu'à votre avis, le Premier ministre Moussa Mara a bien fait de se rendre à Kidal récemment? Non, je voudrais d'abord, commencer à dire qu'aujourd'hui je suis très triste, tout simplement, par tout ce qui est arrivé à Kidal. En même temps, je suis très fier du comportement des forces armées maliennes qui se sont battues vaillamment. Je crois que ceci est très important. Et j'aimerais bien, avec votre permission, faire quelque chose certainement d'inhabituel. C'est de demander à tous ceux qui nous écoutent, à travers le Mali, certainement ailleurs, de bien vouloir se lever et d'observer une minute de silence, la mémoire de tous ceux qui sont tombés à Kidal, civils et militaires. Merci bien. Concernant la question de Serge Daniel, à travers l'IRD, nous avons fait un communiqué. Nous avons dit que le Premier ministre a tout à fait légalement le droit de se rendre à Kidal. Kidal fait partie du Mali. La souveraineté du Mali est reconnue sur Kidal. Les groupes armés eux-mêmes l'ont reconnu à Ouagadougou. Mais nous avons dit que malheureusement la visite n'a pas été bien préparée. Et je crois qu'on a eu raison. Parce que ce qui est arrivé après confirme que la visite n'a pas été bien préparée. Quand on sait ce qui s'est passé avec le Premier ministre précédent, quand on sait que des ministres ont été caillassés à Kidal, quand on sait que la veille, tout simplement, ceux qui étaient partis comme précurseurs n'ont pas pu atterrir, on se doit de se poser des questions. Quand de la bouche même du Premier ministre, puisqu'il a fait un huis clos avec les députés et j'étais présent, il a reconnu que tout le monde l'a déconseillé d'y aller. Et que malheureusement il s'est entêté, je crois que ça n'a pas été un comportement responsable. De ce côté, pour répondre à Serge Daniel, il a eu tort d'aller en ce moment-là, précisément, ça aurait dû être mieux préparé. Et il cherchait vraiment l'opportunité du moment pour y aller. Je crois que ça a été plus un sort de baroud d'honneur, je montrais que je peux y aller, je crois qu'on aurait pu éviter cela, et malheureusement c'est ce qui arrive. Quand vous dites que ça n'a pas été bien préparé, qu'entendez-vous par là?
Non, je pense tout simplement que le Premier ministre lui-même a reconnu qu'il a été surpris de ce qui est arrivé. Ça veut dire que où les précurseurs ne sont pas allés pour dire attention, il y a toujours danger, où il n'a pas voulu aussi écouter ce qu'on lui a dit. De ce que je sais, la MINUSMA, Serval et même certains services de sécurité du Mali ont déconseillé au Premier ministre d'aller en ce moment et d'attendre que les choses se passent mieux. Et je pense que le Premier ministre devrait aller quand, en finale, en fin de compte, le mouvement était en réunion, un médiateur a été désigné en la personne de l'ancien Premier ministre Modibo Keïta, une commission vérité et réconciliation est normalement en gestation, et je crois que le Premier ministre devait attendre que ces gens-là fassent un premier travail pour pouvoir se rendre aujourd'hui à Kidal. Nous l'avons dit, la préparation a été insuffisante et l'opportunité du moment n'est certainement n'est pas avérée. Alors, suite, Moussoukoura, si vous permettez, suite aux événements de la visite du Premier ministre, l'option de la reprise de la ville était-elle opportune? Non, je crois que on a le sentiment que tout le monde était fâché. Le président était fâché, le gouvernement était fâché, les Maliens sont fâchés. Et quand on est fâché, on a un mauvais conseil, en fin de compte, parce qu'on suit son cœur, on ne suit pas sa raison. Et tout à l'heure, j'ai écouté le Premier ministre qui disait que c'est l'esprit qui doit travailler plus que les muscles. Et je crois qu'au début, par cette intervention, c'est les muscles malheureusement qu'on a mis en avant. Moussoukoura a une question pour vous. C'était juste pour demander à l'honorable Cissé, est-ce que le Premier ministre pouvait se rendre à Tombouctou et à Gao sans aller à Kidal? Bien sûr. Le président, pourquoi? Il ne s'est pas rendu à Sigasso, il ne s'est pas rendu à Kay. Il aurait pu donc il s'est rendu à Kidal, Tombouctou, Gao. Pourquoi il ne s'est pas rendu à Sigasso et à Tombouctou? Peut-être que les enjeux ne sont pas les mêmes. Ah, si les enjeux ne sont pas les mêmes, ça veut dire qu'il aurait dû réfléchir plus. Il a dit qu'il se rend à Kidal comme il se serait rendu à Sigasso. S'il est parti à Kidal, ça veut dire qu'il sait qu'il y a des problèmes à Kidal. Ça veut dire donc qu'il aurait dû prendre des précautions. Le chef de l'État s'est rendu à Mopti, il ne s'est pas rendu à Tombouctou, il ne s'est pas rendu à Gao, il ne s'est pas rendu à Kidal. Il ne s'est pas rendu non plus à Sigasso, ni à Ségou, ni à Kay. Non, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de parallélisme. Chaque zone a ses problèmes et nous devons régler les problèmes par zone. C'était à mon avis un risque inutile. Alors, la prochaine étape concerne quelle ville du pays, Moussoukoura? À présent, Famoussa, nous partons à Gao et c'est le directeur d'une de nos radios partenaires qui est inquiet aujourd'hui de la situation qui prévaut à Kidal. Honorable Cissé, je vous propose d'écouter sa question. Boubacar Touré, directeur de la radio Adar Koima, Gao. Honorable Soumaïla Cissé, Kidal est une préoccupation majeure pour tous les Maliens aujourd'hui. Ne pensez-vous pas, honorable Cissé, que nous sommes dans une situation de non-retour sur le plan sécuritaire à Kidal, où la guerre vient de prendre le dessus sur le dialogue? Non, je crois honnêtement qu'on n'est jamais dans une situation de non-retour. J'ai été personnellement à Kidal. Et quand je suis revenu, j'ai dit ce que j'ai vu ne me plaît pas. C'est l'armée malienne qui est cantonnée. Tout le monde m'a dit c'est pas vrai. J'ai dit j'ai été à Kidal. J'ai rencontré des notables. J'ai été voir l'armée malienne là où elle était. J'ai été voir le gouverneur, là où il était lui-même cantonné. Je crois que dans l'histoire des pays, il y a des moments difficiles. J'ai eu moi-même personnellement dans ma carrière à suivre ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, ce qui s'est passé au Togo, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a eu des moments extrêmement difficiles. On s'attendait quasiment à une partition du pays. C'était un pays de non-droit. Et pourtant, Dieu merci, par le dialogue, par la discussion, par l'appui de nos partenaires extérieurs, on a pu arriver aujourd'hui à la paix et c'est loin derrière nous. Je pense sincèrement que cela aussi est possible sur Kidal. Mais il faut accepter le dialogue. Il faut accepter de discuter les uns avec les autres. Il faut accepter que nous sommes dans un même pays et que nous avons des intérêts communs pour que ce pays avance. Donc je crois vraiment que ce n'est pas un point de non-retour. Bien au contraire, avec beaucoup d'esprit, beaucoup d'intelligence, on doit pouvoir s'en sortir. Alors, les Nations Unies appellent au cessez-le-feu et au respect de l'accord de Ouagadougou. Peuvent-elles obliger aujourd'hui les deux parties à négocier? Non, vous savez, personne ne peut obliger quelqu'un à négocier. Celui qui ne veut pas négocier, on n'y peut rien. Mais je crois qu'il est nécessaire de négocier. Et les Nations Unies ont demandé un cessez-le-feu, le chef de l'État lui-même. Ce que j'ai retenu de la déclaration du gouvernement, c'est de demander un cessez-le-feu. Et j'espère que le cessez-le-feu sera effectif. Parce que les pertes en vie humaine, on ne peut pas les expliquer, on ne peut pas les accepter. Aujourd'hui, le monde a changé.
Et notre armée est une armée conventionnelle face à une guérilla, c'est des problèmes différents. Donc il est évident aujourd'hui que nous devons voir la marche du monde et accepter qu'il faut s'asseoir et discuter. J'ai entendu tout à l'heure que les groupes rebelles disent qu'ils sont prêts à discuter. Le gouvernement lui-même a affirmé que c'est le dialogue qu'il veut. Donc de ce côté, les Nations Unies ont la tâche facile, puisque les deux parties sont prêtes à négocier. Donc je crois qu'il faut négocier, définir les termes de référence, savoir comment négocier, où négocier, mais il y a des choses qui sont déjà acquises, il faut surtout essayer de ne pas revenir dessus. Il y avait le cessez-le-feu qui avait été acquis, malheureusement il a été rompu, mais il faut revenir là-dessus et garder le cessez-le-feu. Et la souveraineté de l'État du Mali qui a été obtenue, l'intégrité territoriale, la laïcité du pays. Je crois que c'est des éléments fondamentaux qui ont été obtenus de part et d'autre. Il faut partir sur ce socle-là et essayer d'avancer. Je crois qu'à partir de là, on pourrait trouver une solution. Alors, s'il y a quelque chose aujourd'hui qui préoccupe la communauté internationale, c'est aujourd'hui les conditions dans lesquelles vivent les populations civiles. Quel est votre avis sur leurs conditions de vie dans ce moment de tension? Vous savez, nous sommes dans un pays qui est pauvre. Il faut qu'on le reconnaisse, qu'on le sache. Les zones nord sont aussi les zones certainement les plus démunies de notre pays. Et en situation de guerre, ceux qui souffrent le plus, ce sont les populations civiles. Le HCR fait ce qu'il peut. Mais il est évident aujourd'hui, quand on voit le nombre de réfugiés, quand on voit les problèmes d'insécurité, ceux qui sont à plaindre, c'est d'abord les populations civiles. Et parmi ces populations civiles, les plus fragiles, ce sont les femmes, ce sont les enfants. Donc il est normal que tout le monde s'inquiète pour eux. Il est normal que le gouvernement s'en inquiète, que chacun de nous s'en inquiète, mais aussi que la communauté internationale s'inquiète. Et c'est pour ça qu'il est urgent de venir à la paix. Il est urgent de sauver d'autres vies humaines. Les gens risquent de perdre la vie parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont soif, parce qu'ils sont démunis, parce qu'ils errent, ou parce qu'ils sont réfugiés et que des maladies peuvent venir les trouver là où ils sont. Donc c'est extrêmement urgent de résoudre ce problème. Vous croyez une question? C'est juste à propos du cessez-le-feu. Est-ce que vous croyez réellement au cessez-le-feu, honorable? Non, il faut y croire. Sans cessez-le-feu, on ne peut pas avancer. Mais le cessez-le-feu nécessite deux choses. La responsabilité des deux côtés et la confiance. Il faut que la confiance s'établisse et que chacun soit responsable du côté où il est. Si cela est, il n'y a pas de problème. Il y aura un cessez-le-feu. Alors nous allons en pause quelques secondes et nous reviendrons dans ce débat. Écoutez la différence. Liberté. TDM, Télédiffusion du Mali, c'est 10 radios. Bamako, Radio Liberté 97.7, Caille, Radio Sahel 98.2, Sikasso, Sika FM 107, Koutiala, Koule FM 93.10, Ségou, Balanza 95.7, Bla, Djigia FM, Mopti, Kounari 105.4, Tombouctou, El Farou 98, Gao, Anya 105.3, Kidal, Efez 93.10. TDM, c'est la communication plurielle. Artisans, commerçants, industriels, associations, des dizaines de milliers d'auditeurs écoutent Radio Liberté. Profitez-en pour faire connaître votre savoir-faire, vos produits et vos manifestations. Votre publicité sur Radio Liberté, un impact inégalé. Hey Bahari, Kamni bisoma ite ka fututa baindabla. Numan fait, kini fait, sans fait, duguma. Ah ok, nga Galaxy S5 kura de do quoi. Nan sera piscine na kumamna. Ibina iga fututa bambali indabla o. Ka dabla, o tenga Galaxy S5 kura nkoye. Me fututa ali jikono. Aye wolelike ka o ka diɲɛ waatidimaw lasago ani k'u tila ni smartphone bɛɛ la ɲuman ye ji ni poussière tɛ fɛn kɛ min na wa écran bɛ se ka sɔgɔ ni bolo ja ye orange fɛ yen an Samsung na Galaxy S5 kura labila aw ye 71,1 internet 500 mégaoctets b'a kan kalo o kalo fo kalo 6 feereli bɛ da kɛm bɛ bolokɔrɔ garantie b'a kan san 2 ani écran falenko 2 aw ye. L'innovation change avec Orange, la vie change avec Orange. Votre publicité sur Radio Liberté, un impact inégalé. Et à mon avis, est trop tardé. Nous avons perdu 8 mois. Nous avions un accord qui était l'accord de Ouagadougou.
Malheureusement, le gouvernement et le président avaient mis cet accord de côté. Aujourd'hui, on revient à l'accord de Ouagadougou, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des acquis qui ont été signés des deux côtés. Donc c'était une bonne chose. Maintenant, ce que j'ai dit au début, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que on a suivi le cœur, on s'est fâché, on a envoyé des militaires. Et à ce niveau de l'État, je crois qu'on aurait dû avoir raison garder et essayer d'avoir une gestion beaucoup plus consensuelle. Ce qui a manqué et qui manque encore, je crois que faut un bon schéma de sortie de crise. Et qu'on sache où on va et que les priorités soient claires. Kidal est la priorité. Tout le monde est d'accord. La paix, la sécurité, la priorité. Mais honnêtement, je n'aurais pas commencé par Kidal. J'aurais sécurisé d'abord le sud en montant vers le nord. Il y a encore de l'insécurité à Gundam. Il y a encore de l'insécurité à Léré. Il y a encore de l'insécurité à Douanza. Il y a encore de l'administration qui n'est pas présente dans beaucoup de ces endroits-là. Quoi qu'on dise. À Tombouctou. Et Tombouctou, je suis de la région. J'ai fait ma campagne avec une escorte militaire. L'administration n'est toujours pas là. Donc ça veut dire que cette gestion aurait dû être beaucoup plus réfléchie. J'espère qu'à partir de ce moment, il y aura un bon déclic, puisque tout le monde s'engage pour le dialogue. Mais il faut définir les étapes, savoir quelle est la première marche pour arriver à la dernière. Et je crois que cette gestion, malheureusement, n'a pas fait l'objet d'une réflexion beaucoup plus approfondie. Alors, quand vous parlez de perte de temps, 8 mois perdus, qu'est-ce que vous aurez souhaité qu'il se passe? Non, j'aurais souhaité déjà que l'accord de Ouagadougou disait que 60 jours après, il fallait faire quelque chose. 60 jours après, il n'y a rien eu. Il y avait une commission vérité, justice, réconciliation. La loi a été votée à l'Assemblée nationale, en urgence. À l'heure où je vous parle, à ma connaissance, personne n'a été encore désigné. Le Premier ministre Modibo Keïta a été désigné quand? Tout dernièrement. Ça veut dire que les acteurs même, pour faire le travail, n'étaient pas là. Ils ne sont toujours pas là. Donc c'est vraiment, ça pose des problèmes. Et malheureusement, le chef de l'État lui-même, au cours de certaines de ses interventions, a dit carrément, je ne négocierai pas avec le groupe armé. Il l'a dit à Felou, devant d'ailleurs 2 autres chefs d'État. Donc ça veut dire que donc il y a eu quand même beaucoup de dilatoires dans cette affaire. Et c'est heureux aujourd'hui qu'on aille vers la paix. Il n'est jamais trop tard pour faire les bonnes choses. Et j'espère qu'on a vraiment pris le train du dialogue et de la paix. Moussoukra, une autre question? Il a répondu à ma question. Nous sommes à vous, Moussoukra, toujours pour la question suivante. Le rôle des forces armées dans la crise malienne, c'est la préoccupation de Adam Cham, journaliste au journal Le Républicain et promoteur de Arawan Express à Bamako ici. Honorable Cissé, écoutons la question de notre confrère. Je remercie votre invité d'aujourd'hui. Je lui présente mes respects et j'aimerais lui poser la question suivante. Est-ce qu'il a le sentiment que dans l'affaire de Kidal le samedi dernier, l'AMINUSMA et les forces servales ont eu la bonne attitude? Merci Adam Cham. Comme d'habitude, il pose des questions extrêmement pertinentes. Et je crois qu'il y a entre la MINUSMA et nous, je parle de nous les Maliens, Serval et nous, il y a un réel problème de communication et d'identification des objectifs et des mandats. Je crois que le problème fondamental, il est là. Tant qu'on ne s'accorde pas sur ça, on ne peut pas dire il a eu raison ou il a eu tort. Ce que je sais, d'après ce qu'on m'a dit, et en particulier du Premier ministre, le MINUSMA n'était pas pour le départ du Premier ministre à Kidal. Mais il faut reconnaître que c'est la MINUSMA qui a mené le Premier ministre à Kidal. Et c'est la MINUSMA qui a sorti le Premier ministre de Kidal. Donc de ce côté-là, on peut difficilement dire que la MINUSMA n'a pas collaboré pour aider le gouvernement. Ceci dit, je pense que du côté du gouvernement, on s'attendait à ce que la MINUSMA participe effectivement au combat, ce qui, à mon sens, mais je ne peux pas jurer là-dessus, mais à mon sens, n'est pas de son mandat. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'entre la MINUSMA et le gouvernement, on s'explique et qu'on sache exactement quel est le mandat de la MINUSMA et qu'est-ce que le gouvernement peut attendre de la MINUSMA. Je ne pense pas qu'une force d'interposition doive participer au combat directement. Je ne crois pas.
Mais ceci dit, la MINUSMA doit assistance au gouvernement, je crois qu'ils ont fait un minimum. Le gouvernement en entendait plus, mais ce qui est dangereux, c'est de faire de la MINUSMA et de Serval nos ennemis. J'ai été heureux aujourd'hui d'écouter, je crois que c'est hier soir, depuis hier soir, la télé, de voir que le gouvernement appelle à la retenue, que le gouvernement affirme que la MINUSMA et Serval ne sont pas nos ennemis. Et je ne crois pas honnêtement que ce soit nos ennemis. Maintenant, entre amis et entre partenaires, on peut ne pas se comprendre sur certaines choses. Il faut dans ce cas s'asseoir, s'expliquer et essayer d'avancer. Je crois que le plus important, c'est ça. Ne faisons pas de stigmatisme, ne stigmatisons pas les uns et les autres. Et je crois qu'on aura la paix si on utilise mieux nos partenaires. Alors, on se croit à une question. À propos de ces forces étrangères, honorable, pensez-vous que l'ONU, honorable, est-ce que vous trouvez juste que le procès que la population fait à la MINUSMA et à Serval? Je ne sais pas quel procès fait la population. Je sais qu'il y a des gens qui s'agitent à Bamako. Est-ce que c'est ça la population? Si on dit qu'il y a 1000 personnes ou 200 personnes devant l'ambassade de France, est-ce que c'est ça la population de Bamako? Donc il faut toujours savoir faire la différence entre ceux qui s'agitent et les réalités. Mais je dis souvent à mes interlocuteurs, la majorité n'a pas toujours raison et la minorité n'a pas toujours tort. Donc il faut savoir s'écouter. Pour cela, je comprends que les Maliens se sont sentis quelque part humiliés. Les Maliens, sans dire un gros mot, en avaient marre, tout simplement, de la situation. Est-ce que c'était votre cas? Bien sûr, je suis malien. Je suis malien. J'aimerais tellement avoir la paix dans mon pays. Il y a tellement de belles choses qu'il y a dans ce pays-là. Et à mon âge, je l'ai connu en paix pendant très très longtemps. Et j'espère le connaître en paix encore pour le restant de ma vie. Et je crois que c'est peut-être des mauvais procès. Il faut pouvoir dépasser ça et ramener nos amis avec nous. Je crois que la preuve a été faite hier que pour le moment, seul on ne peut pas. Et qu'on a besoin des autres. Ceux qui pensaient qu'on n'a plus besoin de la MINUSMA, on n'a plus besoin de Serval, je crois honnêtement qu'ils se trompent. Le moment viendra, on n'aura plus besoin d'eux. Mais ça se prépare, ça s'organise, ça se réfléchit, tout simplement. Alors, les autorités maliennes demandent un mandat plus robuste pour la MINUSMA, comme ce fut le cas dans d'autres pays, comme la République démocratique du Congo. Cette révision peut-elle être la solution au cas malien? Mais je crois que les autorités d'apprécier et discuter avec les partenaires. Moi, ce que je souhaite, c'est que la solution retenue nous amène à la paix. C'est tout. Maintenant que le mandat soit plus robuste, moins robuste. L'important, c'est de trouver la bonne solution, d'avoir la bonne démarche, en accord avec la communauté internationale, parce qu'on a besoin de la communauté internationale. À nous d'affûter nos arguments, d'avoir une capacité de conviction réelle, et de savoir bien négocier ce qu'on veut. Je crois que si le gouvernement est bien organisé pour ça, réfléchit bien à ça, les arguments, la communauté internationale va nous suivre, tout simplement. Alors, dans ce genre de situation, aujourd'hui, c'est le MNLA qui occupe la ville de Kidal. Est-ce qu'il y aura surenchère dans les négociations futures? Je ne suis pas le MNLA, mais ce qui est évident, c'est que quand on est entre guillemets en position de force, on demande plus. C'est tout à fait normal. Et je pense quelque part, peut-être ce qu'on voulait nous aussi, de l'autre côté. Mais je crois que les choses vont se calmer, donnant un petit peu de temps aux choses, et chacun reviendra à la raison, et chacun comprendra qu'on a intérêt tout simplement à négocier. Sinon, personne ne gagne à la guerre, personne ne gagne à l'insécurité. Aujourd'hui, parmi les populations déplacées, il y a toutes les communautés. Ceux qui gagnent sur le terrain, ceux qui perdent sur le terrain. Tout le monde est meurtri, tout le monde en souffre. C'est pour ça que je pense très sincèrement que même les MNLA, ils reviendront à la raison. Tout simplement parce qu'on n'est plus seul dans ce monde. Personne n'est plus seul. Donc tout le monde est là et tout le monde nous parle et tout le monde regarde. Et puis rien n'arrive au Mali qui n'est arrivé ailleurs. Ailleurs, il y a des problèmes. Je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire. Je viens de la RDC. J'ai rencontré des gens là-bas. Je sais les difficultés qu'il y a. J'étais au Burundi il y a quelque chose. Donc partout, il y a des problèmes. Mais partout, la seule solution, c'est de s'asseoir, c'est de dialoguer. Maintenant, à chacun d'affûter ses arguments. Il faut que le gouvernement ait la capacité de négociation suffisante, avec des cadres compétents qui connaissent les choses, qui savent de quoi il s'agit.
et qui peuvent donc amener le bateau Mali à bon port. C'est ce que je veux dire. Alors, vous estimiez tout à l'heure que les autorités avaient perdu beaucoup de temps. Aujourd'hui, la machine est relancée. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? À quel rythme est-ce que vous souhaitez que les autorités puissent aller pour les négociations futures? Vous savez, on parle du samedi, on ne parle pas de hier. Hier, ça a été plus dramatique. Et si j'ai demandé une minute de silence, hier fait partie de cette minute de silence. À partir de là, nous avons besoin d'une sorte d'union sacrée autour de nos autorités. Qu'on comprenne tous les Maliens ensemble qu'il faut lutter pour la paix. Qu'on soit du côté des Manila, qu'on soit dans la majorité, dans l'opposition, qu'on soit tout simplement des gens qui ne s'occupent pas de politique. Mais là, il y a des préalables. Le gouvernement doit tirer les leçons de ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai entendu, il y a le cessez-le-feu. J'ai entendu qu'il y a un problème de coordination et de renseignement et qu'il y aura des enquêtes pour cela. Honnêtement, je m'attendais à plus. Le traumatisme a été terrible. Et je crois qu'il y a beaucoup de Maliens qui n'ont pas dormi hier soir. Ils ont souffert dans leur chair. Ils se sont sentis humiliés. On est Maliens avant tout. Personne ne souhaite, quel que soit le côté où il est, que le Mali sombre. Vous savez, en 1993, le 5 avril 1993, les institutions de la République ont été bousculées ici. L'Assemblée nationale a été attaquée et brûlée. Comment on a réglé le problème? J'étais secrétaire général de la présidence. Par la population? Non, le Premier ministre il a démissionné, tout simplement. C'était un électrochoc. Ça fait réfléchir tout le monde. Le Premier ministre Tatamli, il dit je ne peux pas travailler, j'ai des problèmes. Il a démissionné. Abdoulaye Sékousso, quand il a senti qu'il ne pouvait pas aller, il a démissionné. Mara devrait démissionner. Le Premier ministre devrait démissionner pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il s'est entêté. Il est quelque part à la base de la situation. La deuxième chose, c'est que dans un pays républicain, il faut renforcer les institutions. Il faut que les institutions républicaines soient fortes. Et parmi les institutions, bien sûr, nous avons la présidence de la République, nous avons le gouvernement, nous avons la justice, nous avons l'armée. Et tout simplement, et le Parlement. Si l'armée est fragilisée telle qu'elle est, le Premier ministre, il doit apprendre, tirer les leçons. Ce n'est pas une affaire de l'individu, c'est une affaire de l'institution. C'est le gouvernement qui est responsable de ça. Le chef du gouvernement doit l'assumer, doit présenter sa démission. Le président de la République peut dire qu'il a démissionné, informer le peuple, il peut le reconduire, puisqu'il lui marque sa confiance. Mais du point de vue républicain, il doit démissionner. Quand il y a une élection, le Premier ministre démissionne. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, il l'a fait en 1997. Il était Premier ministre de Conakry. Il a démissionné après les élections. Il a été reconduit. C'est républicain, c'est des actes républicains. Et le Premier ministre Mara doit faire cet acte républicain pour que les Maliens comprennent son attachement à la République. C'est extrêmement important. Je sais qu'il a eu des velléités. On a dit beaucoup de rumeurs. Mais sincèrement, je m'attendais à un acte aussi fort. Alors, nous sommes avec Soumaïla Cissé sur les questions de l'heure, notamment la situation à Kidal. Soumaïla Cissé qui vient de faire une déclaration importante. Il estime que le Premier ministre devait démissionner suite aux événements de ces dernières 24 heures. Nous allons en pause et nous reviendrons dans ce débat. Radio Liberté, l'onde de choc. Radio Liberté, l'onde de choc. Radio Liberté. Mettez de l'or dans votre vie.
TDM, Télédiffusion du Mali, c'est 10 radios. Bamako. Radio Libre reçoit, comme vous le savez, Soumaïla Cissé en invité unique. Et l'idée, c'est de donner la parole à l'opposition afin qu'elle réponde aux questions des auditeurs du studio Tamani dans le Mali profond. Cette troisième et dernière partie est consacrée aux questions suivantes. L'absence de Soumaïla Cissé lors du vote de la DPG, de la déclaration de politique générale du gouvernement, d'accord ou pas avec la déclaration de politique générale du Premier ministre Moussa Mara. C'est les deux questions qui vont être posées à Soumaïla Cissé. Ne soyez pas surpris d'entendre une voix de femme dans ce débat, car nous sommes deux à animer cette émission. Je suis donc avec Moussoukura Konaté, la coordinatrice de nos radios partenaires à travers lesquelles vous nous suivez. Je reviens sur le principe de cette émission. À invité unique, le peuple s'adresse à un homme sur les questions de la nation, et aujourd'hui, cet homme, c'est le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, avant-dernier point. Donc, cette question qui vient de quelqu'un qui ne fait pas souvent de cadeaux aux hommes politiques. Moussoukura Konaté connaît bien la personne. Honorable Cissé, voici une question plus polémique. La question porte sur le statut de l'opposition. Elle est posée ici par notre confrère Shahana Takiyou du journal Le 22 septembre. Monsieur le Président, vous avez été le grand absent de la déclaration de politique générale. Que le leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, soit absent de l'Assemblée nationale. On ne comprend pas votre absence lors de la DPG de Moussa Mara, Monsieur le Président. Donnez-nous des explications plus convaincantes. Merci Chana, comme d'habitude, très polémique. Je suis absent parce que j'ai été commis par la présidente de l'Union africaine pour conduire moi-même une délégation de hauts cadres africains pour aller au Burundi et au Congo, à la RDC. Nous devions donc faire la promotion de la charte africaine, de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Nous avions donné notre accord depuis le mois de mars, je crois. Et notre accord a été confirmé par le président de l'Assemblée nationale, qui a écrit à la présidente de l'Union africaine pour la remercier d'avoir choisi Soumaïla Cissé, que cela honore le député Soumaïla Cissé, mais honore le Parlement malien et l'ensemble du Mali. On s'est donné l'accord, on a fixé les dates, j'étais le chef de mission, et patatras, voilà que M. Omarli démissionne, et que M. Mara est nommé, et que M. Mara décide de faire sa déclaration de politique générale. Chahana, qu'auriez-vous fait à ma place? Il s'agit du Mali. Je ne suis qu'un député sur les 147, et je pense que l'opposition républicaine s'est très très bien défendue. Mais je voudrais dire aussi à vos auditeurs que nous sommes aujourd'hui à l'ère des technologies et que ma contribution écrite a été lue, que ma participation aux idées et à la polémique, s'il en était, a été faite aussi à travers les médias, parce que tout simplement je savais ce qui se passait à la minute près à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, j'ai même entendu dire que je fuis le débat. Je voudrais bien rappeler aux Maliens qu'en 2002, j'ai demandé le débat à la finale des élections présidentielles. Chahana, si vous avez bonne mémoire, vous devez savoir qu'en 2013, j'ai demandé le débat avec le président de la République et je n'ai pas fait le débat. Je crois que ce n'est pas quelqu'un à fuir un débat, bien au contraire. J'aurais été très heureux d'être là et de participer à la discussion de la déclaration de politique générale du Premier ministre Moussa Mara. Parce que tout simplement, c'est un acte républicain et il faut le faire. Certains spécialistes estiment que vous vous faites chipper votre place de chef de l'opposition par un homme que je vais peut-être pas citer dans cette émission. Est-ce que c'est fait exprès? Chipper, est-ce que j'ai une place? On dit que je suis le chef de l'opposition. C'est écrit où? C'est acté où? Nous attendons du gouvernement. Nous attendons du gouvernement qu'il définisse ce que c'est qu'un chef de l'opposition. Nous avons rencontré le Premier ministre Li. Nous avons même fait un document. Nous avons rencontré le Premier ministre Moussa Mara à sa demande. Il dit qu'il a le document. Ça fait 8 mois, nous attendons. Vous nous invitez. Le RTM ne nous invite jamais. Vous nous invitez, mais les autres, non.
Nous n'avons pas la place, nous nous battons pour avoir cette place. Mais aujourd'hui, l'opposition dans un pays, c'est la majorité qui gagne. La majorité qui donne notre image. Parce que nous leur dirons la vérité. Nous leur dirons la vérité parce que c'est notre pays. C'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on a tort. C'est pas parce que c'est la majorité qui ont raison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de place chippée. Vous voulez parler de Keblé parce qu'il a fait... je ne l'ai pas cité. Non mais moi je le sais, c'est mon ami. Nous travaillons ensemble. Et que vraiment de ce côté-là, ce n'est pas un vote, c'est des critères. Quels sont les critères pour être chef de l'opposition? Le gouvernement de les définir. Si ces critères tombent sur vous, M. Sidibé, il n'y a aucun problème. L'important, c'est d'animer cette opposition et de pouvoir apporter les contradictions et de faire avancer notre pays. Si c'est moi, malheureusement, il n'y aura personne pour animer ce débat. Honorable, est-ce qu'il y a réellement une opposition au Mali? Et pensez que vous incarnez cette opposition? Si vous m'avez invité, je pense que vous allez considérer que je suis l'opposition. Quand j'ai dit à l'Assemblée nationale que je suis opposant, quand je fais les critiques là, que beaucoup ne le feront pas, quand Chahana a dit que je suis opposant et que je ne suis pas venu, vous devez quand même accepter que je suis opposant. Maintenant, je ne suis pas l'opposant qui prend les cailloux, qui passe le temps à insulter les gens. Parce que je suis bien élevé, tout simplement. Et j'étais dans la majorité. J'ai été au gouvernement. J'ai fait 10 ans, j'étais ministre. Je sais ce qu'était aussi l'opposition. Je sais ce que c'est que la majorité. Je suis responsable. Et je sais comment avance un pays. L'opposition, ce n'est pas celui qui prend le micro, qui insulte le président tous les matins. Ça ne fait pas avancer un pays. Mais quand je donne des critères, quand je dis l'art, c'est pas bien préparé, je fais avancer les choses. Quand je dis, vous voulez négocier, mais il y a 3 structures qui se marchent sur les pieds, c'est quelque chose de responsable pour faire avancer mon pays. C'est ça la bonne opposition, elle doit être républicaine. Et je la veux, un débat à l'Assemblée, un débat par les urnes. Vous ne verrez pas battre le pavé en train de brûler des pneus. Alors, permettez-moi de rebondir sur cette déclaration. Vous dites qu'il y a 3 structures qui se marchent sur les pieds. Vous parlez du ministère de la Réconciliation. Je vais vous dire. Il y a le Premier ministre qui a été nommé au représentant, négocié. Il y a un ministère de la Réconciliation. Il y a une commission, vérité et justice. L'autre, c'est quoi? Réconciliation aussi, d'ailleurs. Les choses ne sont pas très claires. Les frontières ne sont pas bien définies. Qu'est-ce que vous souhaitez? Mais je souhaite que ça soit bien défini. Que ça soit bien Non, pas forcément, mais que chacun ait un rôle bien précis. Chacun ait un rôle bien précis. Je pense, de mon compréhension, que le Premier ministre doit être celui qui négocie avec les groupes. Hein? OK? Et le comité vérité et conciliation doit aider à régler d'autres problèmes. Je pense que vous êtes arrivé en fin de temps. Mais toujours est-il que ce que je veux dire en un mot, c'est qu'il faut que les choses soient bien définies pour que chacun puisse faire son travail. Alors, il y a une dernière question sur l'opposition que j'aimerais bien vous poser, juste en 2 mots. Est-ce que cette rencontre dont vous parliez tout à l'heure avec Oumar Tatamli, quand il était aux affaires, visait à définir un statut pour l'opposition? Bien sûr. Non, il faut dire qu'il y a déjà un statut de l'opposition, qui, à mon avis, n'a jamais bien fonctionné, qui n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut l'améliorer. Nous avons pensé qu'il faut l'améliorer. Ce que nous avons fait, nous avons regardé ce qui se passe ailleurs, tout simplement, dans différents pays africains. On dit, bon, peut-être que ça pourrait aider à faire avancer les choses. Ce que je pense très fondamentalement, c'est que pour que la démocratie soit vivace, il faut qu'il y ait une opposition reconnue et vivace. Vous croyez que c'est normal qu'avec toute cette crise, l'opposition n'est pas consultée? C'est normal. Jusque-là, vous n'avez pas été consulté. Par qui? Personne. Pour le dernier virage de ce débat, M. Koura, il faut prendre le chemin de fer, nous dit-on. Oui, Famoussa. Honorable Sissé, le directeur de la radio rurale du CAI, aimerait avoir votre lecture de la déclaration de politique générale du Premier ministre. La radio rurale est l'une de nos 3 radios partenaires dans la région du CAI. Écoutons sa question. Darar Ben Azour Magraga, directeur de la radio rurale de CAI. Honorable Sissé, le Premier ministre a présenté il y a peu son programme d'action gouvernementale. Comment le jugez-vous? Quels sont les points avec lesquels vous êtes en convergence et aussi ceux avec lesquels vous êtes en opposition? Vous savez, le Premier ministre a parlé pendant 2 heures et 30 minutes. Il est évident que je ne pourrais pas répéter tous les paragraphes. Vous avez dû suivre ce que nous avons dit en tant que groupe parlementaire et que nous avons bien sûr voté contre la déclaration de politique générale. Nous l'avons trouvé très vague et pas bien orienté. Et la plupart des actions qui sont annoncées
sont des actions déjà en cours. Et tout ce qui devrait être fait sont dit, nous allons les étudier, Et je crois que ça crée un peu un amalgame d'une sorte de déclaration, un programme qui ne dit pas son nom. Ensuite, il y a beaucoup d'actions qui sont loin d'être chiffrées. Je crois que ça nous pose des problèmes. Parce qu'on ne peut pas faire cette déclaration et n'est pas chiffrée, parce que tout simplement il y a un budget et on ne peut pas vouloir s'engager sur tout. On pensait qu'il y a eu beaucoup de promesses et beaucoup d'amalgames, enfin, et que cette déclaration, malheureusement, n'était pas, à notre avis, suffisamment consistante pour avoir notre adhésion. Ensuite, nous étions un peu confus de voir un peu l'accueil que fait la majorité elle-même au Premier ministre, qui semblait pas être de l'heure. Et je crois que ça, c'est des choses qui perturbent un peu. Pour que le Premier ministre réussisse, il faut qu'il y ait des forces derrière lui. Et ces forces, c'est les partis politiques, en tout cas au niveau de l'Assemblée. Et quand on voit le comportement, quand on voit les choses telles qu'elles se sont passées, on s'est dit que la capacité de rassembler va être extrêmement difficile. Ceci dit, on peut être d'accord avec lui sur la nécessité d'aller à la paix. J'ai été heureux que lui au moins soit revenu petit à petit aux accords de Ouagadougou, au dialogue, même si on a parlé de tous ces dérapages. Et au passage, il a dit tout à l'heure lui-même que ce qui s'est passé hier a été une erreur. Bon, c'est qu'il y a un début d'humilité. Je crois que c'est une très bonne chose d'être. Voilà ce que je peux dire. Bon, il y a eu tellement de débats, ça a duré des heures et des heures. Moi, je me fais bien toutes les remarques qui ont été faites par mon groupe. Je pense que tout ce qui concerne l'unité nationale, tout ce qui concerne vraiment la nécessité d'être ensemble, je crois que c'est quelque chose qu'on peut tous apprécier. Maintenant, les programmes précis en direction des populations, ça nous a paru très très faible. Alors, nous arrivons pratiquement à la dernière partie de cette émission. Dans le contexte actuel du Mali, le pays est en crise. Il y a des séparatistes de l'autre côté. Je dirais pas séparatistes, il y a des groupes armés qui veulent l'autonomie d'une partie du pays. Aujourd'hui, est-ce que dans ce contexte délicat des autorités, vous pensez que l'opposition peut véritablement jouer son rôle d'opposant? Ah, vous savez, les opposants sont les Maliens. Personne n'aime le Mali plus que nous. Nous avons fait la preuve qu'on aime ce pays-là. Et à partir de là, l'opposition peut se manifester suivant les circonstances. Il y a des circonstances où il faut être beaucoup plus précis. Il y a des circonstances où, quand on est d'accord avec le gouvernement, on est d'accord avec le gouvernement. L'opposant, ça ne veut pas dire qu'il n'est jamais d'accord avec le gouvernement. Un opposant peut être d'accord avec le gouvernement. Aujourd'hui, de trouver l'unité du pays, faire face à ce problème qui nous préoccupe tous. Et quand j'ai dit beaucoup de Maliens n'ont pas dormi hier soir, mais parmi eux, il y a des opposants qui n'ont pas dormi. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire tout simplement que on peut être opposant, on regarde les circonstances, et en fonction des circonstances, on adapte sa façon de faire des propositions. Opposant ne veut pas dire quelqu'un qui casse tout. J'ai l'impression qu'on a peur d'être opposant dans ce pays. Un dernier mot, M. Cissé? Oui, un dernier mot. C'est fini, votre question. Bon, ok, merci beaucoup. non, je voudrais dire seulement avant de partir, c'est d'abord que je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de bavarder un peu. Ensuite, ce qui m'importe aujourd'hui, très fondamentalement, c'est que le Mali retrouve la paix, que le Mali retrouve la sécurité, que le président de la République réunisse les forces vives de ce pays-là. Il leur propose un schéma et qu'il demande à tout le monde de le soutenir pour arriver rapidement à la paix. Et je crois que ceci est fondamental, ceci est indispensable. Le pays a connu un électrochoc terrible. Le pays se sent humilié. Le pays a besoin d'un sursaut. Et ce sursaut-là, je le réclame. Merci beaucoup Soumaïla Cissé. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et un grand merci à Soumaïla Cissé, chef de l'opposition, après sa place de finaliste second à la dernière présidentielle malienne. Monsieur Cissé qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ici au studio Tamani pour répondre à vos questions, vous auditeurs des 24 radios partenaires du studio Tamani, répertoriés aux 4 coins du pays par l'URTEL, et celle qui est chargée justement de consolider ce lien avec les radios locales, c'est Moussoukoura Konaté qui m'a
m'a aidé à animer cette émission. Merci Moussokoura. La parole à l'opposition sur les grands axes de l'actualité. Retrouvez cette émission sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Les axes du débat reposaient sur la visite du Premier ministre à Kidal. Il avait raison ou pas? La guerre prend-elle le dessus sur le dialogue? La gestion du processus de paix par le gouvernement, le rôle de la MINUSMA et de la force Serval, l'absence de Soumaïla Cissé lors du vote de la déclaration de politique générale du Premier ministre. D'accord ou pas avec cette déclaration de politique générale du Premier ministre? Je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadje Touré a réalisé ce débat et le dernier acteur était le technicien du jour, Nouhoum Diré. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.